Le vent froid d'automne balayait les rues étroites de Lyon, tandis qu'Alain Duret, avocat pénaliste de 66 ans, se hâtait de rentrer dans le vieil immeuble où il habitait. Ses pas étaient prudents, mais assurés. Il portait un petit paquet enveloppé dans du papier kraft, discrètement plaqué contre lui, comme si le dissimuler était naturel. L'embrasure de la porte vide, éclairée par un flash vacillant, semblait l'observer en silence. L'appartement d'Alain était organisé avec une précision quasi obsessionnelle. Chaque livre avait sa place, chaque verre était aligné au millimètre près. Cet ordre était sa façon de masquer ce qu'il ne pouvait contrôler, les émotions qu'Helena lui inspirait. Jeune, vibrante et inattendue, la Péruvienne de 29 ans avait fait irruption dans sa vie comme un ouragan, et comme un risque calculé qu'il croyait maîtriser. Mais ce soir-là, lorsqu'elle poussa la porte de l'appartement et fut confrontée à un silence pesant, un malaise la parcourut. Helena n'était pas là. Son absence, d'ordinaire bruyante et pleine de commentaires sur ses cours, ses projets ou ses demandes voilées, était trop étrange. Alain déposa le paquet sur la table. Il l'observa longuement, comme s'il attendait un signe, la confirmation qu'il avait fait le bon choix. La petite boîte en bois à l'intérieur, contenant une bouteille sans étiquette, était la pièce maîtresse d'un plan qui mûrissait depuis des mois. Un plan qu'il n'avait pas souhaité, mais qu'il avait eu le sentiment d'être contraint d'élaborer. Il s'approcha de la fenêtre, observant la ville qui continuait de s'écouler au ralenti, comme si personne ne pouvait imaginer le conflit silencieux qui se jouait dans la vie de cet avocat discret et respecté. Sous cette façade impeccable, Alain se sentait pris en étau entre l'admiration qu'Helena lui avait témoignée au début et la pression grandissante qui s'était installée par la suite. Tandis qu'il observait les lumières bouger, le bruit de la clé dans la serrure le fit se tendre à nouveau. Helena entra portant 2 sacs de course. Un parfum floral la précédait. Sans regarder Alain, elle laissa tomber les sacs au sol d'un geste brusque. Ce n'était pas nouveau. Elle était différente depuis des semaines, directe, exigeante, impatiente. Helena traversa la pièce d'un pas rapide, consulta ses messages sur son portable, le laissa tomber sur le canapé et ouvrit le réfrigérateur comme si elle était chez elle. Alain la suivait du regard, cherchant à savoir si cette nuit ne serait qu'une énième dispute ou si elle allait marquer le point de rupture. Il remarqua une expression inhabituelle sur son visage, lorsqu'elle prit une bouteille de vin. Il n'y avait aucune douceur, une impatience agressive était manifeste, accompagnée d'une tension dans ses épaules, comme si une échéance était sur le point d'être atteinte. Ses doigts tremblaient légèrement. Sans dire un mot, Alain s'approcha de la table où il avait laissé le paquet. Il l'ouvrit avec précaution, révélant la petite boîte. Ses gestes étaient lents, délibérés. Il n'y avait aucune raison de se presser. Hélène remarquait toujours les mouvements précipités, toujours méfiante face à toute agitation. Elle semblait y déceler une faiblesse. Helena posa 2 verres sur le comptoir de la cuisine. Le bruit des verres heurtant le marbre résonna doucement mais distinctement. Alain remarqua qu'elle évitait son regard, signe qu'elle s'apprêtait à exiger quelque chose. Et les exigences étaient toujours le début d'un nouveau conflit. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, une froideur qu'elle n'avait pas ressentie auparavant s'installa. Il ne dit rien. Au lieu de cela, il prit dans la boîte une petite bouteille transparente, suffisamment discrète pour être confondue avec un médicament ordinaire. Mais son contenu, c'était là le secret. Il la posa sur la table et observa Helena remarquer l'objet. Son regard se durcit. Mais pas à cause de la bouteille. Il y avait quelque chose d'antérieur, une tension préexistante, comme si elle avait déjà pris sa décision avant même d'entrer. Helena prit son téléphone portable sur le canapé et le déverrouilla, laissant l'écran s'illuminer d'une photo, des documents, des messages imprimés, des relevés bancaires. Ce n'étaient pas des photos prises au hasard, c'étaient des preuves, ou du moins des indices, de quelque chose qu'elle n'avait pas encore expliqué. Alain reconnut le schéma. Elle se préparait à une confrontation. Il observait ses mouvements, essayant de déterminer s'il s'agissait d'une nouvelle tentative pour le faire pression. Mais cette fois, quelque chose semblait définitif, sans appel. Et puis,
Elle prit la parole, non pas avec un long discours, non pas avec des explications mélodramatiques, mais avec une phrase courte et incisive. « Demain, je veux que les 350 000 € soient réglés, sinon, on ira voir la police. » La phrase s'abattit entre eux comme un poids. Alain sentit son corps s'échauffer, mais garda le visage impassible. La police. C'était une limite qu'elle n'avait jamais franchie. Elena prit la bouteille de vin et s'apprêta à servir. Sa main tremblait encore. Alain observa le liquide sombre couler dans le verre et un instant, un détail l'interpella. Pourquoi tremblait-elle autant? Pourquoi semblait-elle nerveuse avant même de s'adresser à lui? Elle lui fit glisser un verre sans attendre de réponse. La bouteille sur la table restait immobile, silencieuse, discrète, mais sa présence semblait emplir la pièce. Ce n'était pas un objet comme les autres. C'était une décision. En voyant Elena prendre sa première gorgée sans le quitter des yeux, Alain comprit que quelque chose n'allait pas chez elle, comme si le danger résidait non seulement dans la menace qu'elle avait proférée, mais dans quelque chose de plus profond, de plus calculé. Le doute commença à s'installer, à prendre forme. Peut-être n'était-il pas le seul dans cette pièce à avoir un plan caché. Dans les jours qui suivirent la confrontation silencieuse dans l'appartement, le quotidien d'Alain et d'Elena se transforma en une chorégraphie tendue. Chacun de ses gestes semblait calculé, chacun de ses silences chargé d'une sombre compréhension. Mais, malgré l'atmosphère suffocante qui régnait à la maison, le monde autour d'eux poursuivait son cours, et c'est dans ce mouvement parallèle que d'autres éléments commencèrent à émerger. La ville de Lyon, avec ses ruelles historiques et ses cafés animés le long du Rhône, contrastait fortement avec l'atmosphère froide qui régnait à l'intérieur de l'appartement. Dehors, des étudiants de l'université Lumière flânaient, livres sous le bras, des touristes photographiaient des bâtiments Renaissance et l'arôme du pain frais flottait dans l'air. C'était une scène vibrante, mais pour Alain, cette vitalité ne faisait que souligner la distance émotionnelle grandissante entre lui et Elena. Elena, quant à elle, s'était adaptée à la France avec une rapidité impressionnante. Elle avait quitté sa vie au Pérou un peu plus d'1 an auparavant, n'emportant avec elle qu'un diplôme incomplet en tourisme et d'immenses ambitions. Au début, ses ambitions semblaient innocentes, des cours, des petits boulots, des tentatives pour gagner en indépendance. Mais avec le temps, elles prirent une tournure plus urgente, presque désespérée. Au restaurant où elle travaillait comme hôtesse, Elena était connue pour sa joie de vivre communicative et pour un détail que peu remarquaient, son sens de l'observation aiguisée, notamment de ce qui n'était pas dit. C'est là qu'elle s'est constituée un réseau de connaissances, serveurs, barman, touristes réguliers et surtout un client en particulier. Marc Lefebvre, propriétaire d'un petit cabinet de conseil financier. Marc, un homme d'une 40aine d'années au sourire facile et à la manipulation subtile, passa des semaines à engager la conversation avec Elena. Il commença par des remarques sur son accent, puis sur ses ambitions, et peu à peu, sur sa relation avec Alain. Il savait déceler les faiblesses et les transformer en atouts. Elena ne parlait pas beaucoup de Marc à Alain, mais lorsqu'elle le faisait, elle le décrivait simplement comme un client qui s'y connaît en argent. Pourtant, les détails, la façon dont elle rentrait à la maison vêtue de vêtements neufs ou avec une assurance différente, révélaient que la relation s'était approfondie discrètement, peut-être dangereusement. Tandis qu'Elena élargissait son cercle social, Alain réduisait le sien. Dans le cabinet où il avait travaillé pendant plus de 30 ans, il n'était plus perçu comme le brillant avocat qui tenait tête au juge avec autorité. Désormais, c'était un homme aux habitudes étranges. Il arrivait plus tôt, partait plus tard et évitait les conversations. Son plus proche collaborateur, Étienne Caron, remarqua le changement. Étienne, de quelques années son cadet, était un ami fidèle, une fidélité rare dans le monde juridique français. Il pressentait le fardeau qui pesait sur Alain, mais ne le lui demanda jamais directement. Il préférait lui apporter son aide par de petites attentions, apporter du café, discuter d'anciennes affaires, tenter d'apaiser la tension qu'il percevait chez son ami. Alain reconnaissait cette loyauté,
mais ne pouvait la partager. Le secret qui grandissait en lui était inviolable. Cependant, Étienne était perspicace. Il commença à remarquer que les signes allaient au-delà de la simple fatigue. Il y avait une agitation inhabituelle, de petits moments d'inattention, des tremblements dans les mains. Quelque chose rongeait Alain de l'intérieur, et Étienne ne pouvait l'ignorer. Entre-temps, Helena se liait de plus en plus à des personnes qu'Alain ne rencontrerait jamais. Parmi elles, Sophie Marchand, une collègue française qui percevait chez Helena un mélange de fragilité et d'ambition. Sophie l'appréciait, mais quelque chose dans son comportement, une précipitation inhabituelle pour une nouvelle venue, l'intriguait. Sophie s'apercevait quand Helena mentait sur ses horaires, quand elle inventait des excuses pour justifier un supplément d'argent, quand elle disait qu'elle s'occupait de tout. La jeune péruvienne se construisait une vie parallèle qui n'incluait pas Alain, et Sophie, malgré leur amitié, ne comprenait pas où cela la menait. À l'inverse, Alain élaborait ce qu'il croyait être un plan rationnel. Il étudiait d'anciens cas, se documentait sur des substances spécifiques et examinait chaque détail comme s'il préparait un dossier juridique complexe. Mais derrière ce calcul se cachait quelque chose qu'il refusait même de s'avouer à lui-même. La peur. Non seulement ce qu'Helena demandait, mais aussi ce qu'elle savait. Leur relation, jadis nourrie par une séduction improbable, ressemblait désormais à un jeu silencieux de menaces mutuelles. Et dans ce jeu, les personnages secondaires, Marc par sa persuasion, Étienne par son inquiétude, Sophie par son intuition, commençaient, sans s'en rendre compte, à précipiter le destin des deux protagonistes vers une conclusion inéluctable. Lyon continuait de vibrer de vie autour d'eux, mais au fil de l'histoire qui se déroulait, l'atmosphère devenait de plus en plus pesante, chargée d'intentions cachées. Et personne n'était pleinement conscient du rôle qu'il jouait, pas même Helena, qui se croyait plus influente qu'elle ne l'était réellement. Les jours suivants transformèrent la relation d'Alain et d'Helena en un véritable champ de mine. Aucun cri ne retentit, mais leurs échanges étaient empreints d'une froideur presque clinique, comme si chaque mot prononcé s'inscrivait dans une négociation dont ils savaient tous deux qu'elle allait dégénérer. Helena se réveilla tôt, plus tôt que d'habitude, et partit sans dire où elle allait. Alain, feignant l'indifférence, nota mentalement chaque détail. Les vêtements plus chers, le parfum différent, le soin qu'elle avait pris d'effacer les messages sur son portable avant de le laisser traîner dans la maison. Il n'avait pas besoin d'explication. Les signes parlaient d'eux-mêmes. Un soir, en entrant dans l'appartement, il vit Hélène assise sur le canapé, les yeux rivés sur une enveloppe posée sur la table. Elle ne la touchait pas. Elle la fixait simplement. Quand Alain passa près d'elle, elle dit sans la regarder « J'ai vu votre relevé bancaire ». C'était une phrase courte, mais lourde de sous-entendus. Alain comprit qu'elle ne voulait pas seulement de l'argent. Elle voulait du pouvoir, peut-être même se venger de quelque chose qu'il avait fait sans s'en rendre compte. Il fit mine de l'ignorer et entra dans le bureau. Il ferma la porte, mais entendit Helena fouiller dans les tiroirs, comme si elle cherchait quelque chose qui confirmerait ce qu'elle soupçonnait déjà. Alain se préparait à agir. Elle ne savait pas comment, mais elle sentait que quelque chose clochait. Alors que les tensions internes s'intensifiaient, le monde extérieur a commencé à s'immiscer. Au cabinet d'avocat, Étienne a finalement décidé de demander « Vous allez bien ?» La question a été posée pendant une pause, alors qu'il prenait un café sur une petite terrasse donnant sur la rivière. Alain a simplement répondu « Problèmes à la maison ». Étienne n'insista pas, mais cette réponse vague ne fit que confirmer que quelque chose de grave se tramait. Il avait entendu des rumeurs, Helena dans des bars chics avec un inconnu, des conversations chuchotées avec des clients de restaurants et une dispute sur le parking dont quelqu'un jurait avoir été témoin. Pendant ce temps, au restaurant où elle travaillait, Helena commença à se comporter différemment. Un soir, Sophie la vit s'occuper de Marc, qui avait réservé une table à l'écart. Elle s'approcha, le regard inquiet. Marc lui tendit un petit paquet discret. Rien d'évident, mais suffisant pour éveiller les soupçons. Après le travail, Helena est partie avec Marc sans prévenir personne.
Sophie a essayé de l'appeler, mais Elena s'est contentée d'acquiescer précipitamment, comme si chaque minute comptait. Les jours suivants allaient révéler la raison de cette hâte. Marc, avec son expertise financière et sa force de persuasion dissimulée sous une apparence de gentillesse, a commencé à instiller dans l'esprit d'Elena un discours dangereux, qu'Alain cachait des actifs, qu'elle avait droit à une part, pour le temps investi, que la loi française pouvait être de son côté si elle savait utiliser les bonnes informations. Elena commença à enregistrer ses conversations avec Alain, conservant les preuves, feignant l'affection, tout en collectant des détails sur sa vie quotidienne. C'est Marc qui la guidait, et chaque nouveau fichier enregistré, chaque photo prise en secret, renforçait son sentiment de pouvoir. Mais Marc ignorait quelque chose, ou peut-être le savait-il, et c'est précisément pour cela qu'il l'encourageait. Elena devenait de plus en plus instable. Sa demande de 350 000 € n'était pas un simple caprice. Elle constituait la pièce maîtresse d'un plan plus vaste qui exigeait d'agir rapidement. Le mobile restait caché, mais il se révélait à ses gestes nerveux, à ses moments d'inattention et à son regard vide lorsqu'elle se croyait seule. Pendant ce temps, Alain préparait le terrain. La fiole restait rangée dans l'appartement, attendant le moment opportun. Il étudiait les habitudes, les horaires, peaufinant son plan en silence, comme s'il s'agissait d'un casse-tête juridique. Non par haine, mais par instinct de survie. Il avait vu des carrières brisées par de vaines accusations, des mariages transformés en armes juridiques. Il savait parfaitement ce qu'une dénonciation malveillante pouvait faire à sa vie. Un événement inattendu vint encore envenimer le conflit. Elena reçut un appel du consulat péruvien. Il était question de documents en attente, de délais à respecter. La nouvelle la fit pâlir. Elle sortit précipitamment de l'appartement, laissant son sac sur le pas de la porte et des papiers qu'Alain ramassa silencieusement. Parmi eux, quelque chose a attiré son attention. Une feuille de papier froissée avec des notes concernant la régularisation, le renouvellement refusé et une date limite qui approchait. La vérité commença alors à se dévoiler. Elena avait besoin d'argent non seulement pour vivre confortablement, mais aussi pour rester légalement dans le pays. Peut-être même pour fuir quelque chose de bien plus grave qu'Alain ne l'imaginait. La menace de porter plainte auprès de la police prit une autre dimension. Il ne s'agissait plus seulement de chantage, mais de désespoir déguisé en pouvoir. Mais la tension atteignit un nouveau paroxysme lorsqu'un policier en civil frappa à la porte de l'appartement par un matin pluvieux. « Monsieur Duret, nous devons vérifier certaines informations. Des transactions financières suspectes concernant votre domicile ont été signalées. » Elena apparut derrière elle, l'air choqué, trop choqué pour être naturel. Alain comprit alors que la situation avait dégénéré. Elena ne se contentait pas de demander de l'argent. Elle brandissait des armes capables de détruire sa carrière, sa réputation, sa vie entière. Et en même temps, Elena le regardait d'un air étrange, un mélange de peur, de calcul et de quelque chose qui ressemblait à un regret mal digéré. La guerre silencieuse n'était plus silencieuse. À partir de ce moment, chacun de leurs pas serait une décision décisive pour leur survie, physique, émotionnelle et juridique. Et aucun des deux n'était préparé à ce qui allait suivre. La visite du policier a déclenché des répercussions qui ont dépassé le cadre de l'appartement d'Alain et Elena. Dès lors, chaque personnage secondaire de leur entourage a commencé, sans le savoir, à jouer un rôle plus déterminant dans l'escalade des tensions. Le premier maillon de cette chaîne fut Sophie, qui ne pouvait ignorer ce qu'elle avait observé ces dernières semaines. Elle avait toujours été sensible aux changements subtils dans le comportement d'Elena, mais à présent, le malaise de son amie était devenu presque agressif. Elena arrivait en retard, se disputait avec ses collègues, disparaissait en plein service, et lorsqu'elle réapparaissait, elle semblait perdue dans ses pensées, comme accablée par un poids qui la rongeait de l'intérieur. Sophie tenta de lui parler à plusieurs reprises, mais Elena évitait toujours le sujet, trouvait des excuses et changeait de conversation. Jusqu'à ce qu'un soir, après le départ de tous les clients, Sophie la trouve en larmes dans la réserve.
Ce n'étaient pas des pleurs théâtraux, c'étaient des sanglots silencieux, presque étouffés, comme si elle essayait de dissimuler sa propre vulnérabilité, même à elle-même. Lorsque Sophie s'est approchée, Elena a simplement dit « Vous ne comprenez pas, je n'ai pas le choix ». Mais il n'a rien expliqué d'autre. Durant cette même période, Étienne, sans s'en rendre compte, commença lui aussi à s'impliquer davantage. Après la perquisition de l'appartement d'Alain, il remarqua que son collègue arrivait au bureau encore plus tôt. Ce n'était pas une simple anxiété, il y avait comme une anticipation, celle de quelqu'un qui sait qu'il vit l'étape finale, avant un événement décisif. Un jour, alors qu'ils examinaient ensemble un dossier simple, Étienne vit Alain s'arrêter brusquement et fixer le vide. Ce n'était pas une simple distraction. C'était comme s'il pesait le pour et le contre, repassait mentalement différents scénarios, choisissant la version la moins destructrice d'un avenir inévitable. N'arrivant plus à supporter l'incertitude, Étienne l'appela dans le couloir. « Les problèmes familiaux n'expliquent pas tout. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. » Alain ne répondit pas. Il se contenta d'un signe de tête en guise de remerciement, mais ce geste retenu confirmait qu'il se passait quelque chose de très grave, quelque chose qu'il ne pouvait même pas confier à son ami le plus proche. Alors que ses inquiétudes grandissaient autour du couple, Marc Lefebvre, agissant toujours dans l'ombre, continuait d'alimenter la fragilité émotionnelle d'Elena. Il savait qu'elle subissait la pression de la date limite pour sa régularisation. Il savait qu'elle avait besoin d'argent, il savait qu'elle craignait l'expulsion, et il a exploité tous ces éléments pour accentuer sa dépendance. Par des messages envoyés tard dans la nuit, Marc lui a inculqué l'idée qu'Alain était un obstacle et non un partenaire. Il lui a suggéré de rassembler des preuves, de consulter un avocat et de se munir de tout ce qui pourrait l'incriminer. Elena l'a écouté, peut-être même trop, car Marc lui offrait ce qu'Alain ne lui avait jamais donné, la promesse de reprendre le contrôle de sa vie. Mais cette relation toxique entre Elena et Marc commença à créer des tensions au sein du personnel du restaurant. Gérard, le gérant, remarqua que Marc attendait souvent Elena dehors, même lorsqu'elle finissait tard. Un jour, Gérard vit Marc l'enlacer, mais le geste n'avait rien d'affectueux. Il ressemblait plutôt à une réprimande silencieuse. L'expression d'Elena ne trahissait aucune affection, mais plutôt un malaise. À partir de ce moment, Gérard commença à observer plus attentivement, non par curiosité, mais parce qu'il comprit qu'Elena se dirigeait vers quelque chose qui pouvait lui faire du mal. Parallèlement, le policier qui avait rendu visite à Alain, le capitaine Moreau, menait sa propre enquête. Le signalement de transactions financières suspectes semblait isolé, mais Moreau remarqua quelque chose d'étrange dans le comportement d'Elena durant la visite. Elle avait réagi trop vite, comme si elle savait exactement pourquoi ils étaient là. Il n'avait pas l'autorisation officielle d'enquêter au-delà du nécessaire, mais son instinct, forgé par des années d'expérience dans la lutte contre la fraude et les conflits familiaux, lui disait qu'il y avait anguille sous roche. Et Alain, malgré sa tension, se comportait comme quelqu'un qui tentait de contenir une explosion imminente, et non comme un coupable ordinaire. Moreau a commencé à poser des questions informelles à la copropriété, aux voisins et aux gérants de l'immeuble. Rien de trop indiscret, juste de quoi confirmer un soupçon grandissant. La plainte ne semblait pas provenir d'un tiers. Elle portait la marque typique d'une plainte interne. Une personne proche cherchant à se faire passer pour quelqu'un d'important. Parallèlement, Alain élaborait un plan parallèle, une évaluation précise des risques. Il commença à examiner d'anciens documents, à passer des appels discrets et à réorganiser ses comptes bancaires. Non pas pour dissimuler quoi que ce soit d'illégal, mais pour se prémunir contre une éventuelle accusation montée de toutes pièces. Parallèlement, Elena agissait de son côté. Elle commença à enregistrer des conversations, à sauvegarder des messages, à photographier des papiers sur le bureau d'Alain. Le paradoxe était flagrant. Elle le craignait, et lui la craignait. Tous deux, prisonniers de leur propre stratégie, ignoraient qu'ils étaient influencés par des forces extérieures. Chaque personnage secondaire, Sophie, Étienne, Marc, Gérard, Moreau, gravitaient autour d'eux comme des pièces sur un échiquier, les rapprochant inexorablement du point de non-retour.
Aucun ne saisissait toute la portée du conflit, mais tous, d'une manière ou d'une autre, touchaient au fil du fil tendu qui retenait Alain et Helena dans une spirale de pression croissante. Et, peu à peu, le temps commença à peser lourd. Les échéances d'Helena, les recherches de Moreau, l'image d'Alain qui se dégradait au bureau, le comportement suspect de Marc, la peur grandissante de tous. À chaque nouvelle strate, le conflit principal ne se contentait pas de se prolonger, il s'intensifiait. Et l'horloge, invisible mais implacable, avançait vers le moment où aucun d'eux ne pourrait faire marche arrière. Le tournant survint un après-midi où le ciel lyonnais semblait partagé entre soleil et pluie, une indécision qui reflétait parfaitement l'état d'esprit de chacun. C'était un jour de congé au restaurant, et Helena était partie plus tôt, disant qu'elle allait régler les choses. Alain ne demanda pas quoi. Il regarda simplement la porte se fermer et sentit qu'un événement décisif allait se produire. Helena se dirigea vers un café discret près de la place Bellecour. Marc était déjà là, assis au fond, les yeux rivés sur son téléphone, l'air à la fois impatient et calculateur. Nerveuse, elle s'approcha, jetant des regards autour d'elle comme si elle craignait d'être suivie. Sans perdre de temps, Marc déposa une épaisse enveloppe sur la table. « Voici ce que vous avez demandé, » dit-il. Helena ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient des copies de documents, des relevés bancaires, et surtout quelque chose d'inattendu. Un rapport complet sur Alain, sa carrière, ses affaires, ses anciens clients, les décisions de justice controversées et même des rumeurs concernant des procès archivés. C'était beaucoup trop d'informations pour que quiconque ait pu les rassembler en si peu de temps. Elle leva les yeux. « Comment avez-vous fait » Marc ne répondit pas directement. Il se contenta de sourire, ce sourire dangereux et calculé qui en disait plus qu'il n'en révélait. « L'important, c'est que tu aies maintenant les moyens de le faire plier une bonne fois pour toutes. Mais il faut agir vite, Helena. Le temps presse. » Cette phrase lui pesait étrangement. Helena ressentit une oppression à la poitrine, non pas de culpabilité, mais de prise de conscience. Jusque-là, elle avait cru maîtriser la situation, se servant de Marc comme d'un allié. À présent, elle comprenait que c'était peut-être tout le contraire. Elle rangea l'enveloppe et quitta la cafétéria, le cœur battant la chamade. Pendant ce temps, Alain était au bureau. Étienne lui avait donné rendez-vous en urgence. Alain crut d'abord qu'il s'agissait d'une affaire, mais en arrivant dans la salle de réunion vide, il vit Étienne tenant une clé USB. « J'ai reçu ça aujourd'hui. Quelqu'un l'a déposé anonymement à la réception. » Alain fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » Étienne prit une profonde inspiration. « Vidéo, enregistrement de vous et Helena, conversation dans votre appartement, certaines compromettantes. » Le monde d'Alain sembla se rétrécir en un instant. Il demanda à voir. Étienne hésita. « Alain, c'est grave, ils peuvent utiliser ces enregistrements contre toi. » Mais Alain a insisté. Il s'est assis, a ouvert son ordinateur portable et a branché la clé USB. Puis il a visionné l'enregistrement. Helena filmant des conversations où elle le pressait d'argent, insinuant des activités illégales et manipulant les faits pour se faire passer pour une victime. Dans l'une d'elles, elle disait clairement « Si vous ne me donnez pas ce que j'ai demandé, vous n'aimerez pas les conséquences. » Mais ce qui glaça véritablement le sang d'Alain, ce n'était pas le contenu des enregistrements, mais un détail en arrière-plan, l'ombre d'une personne passant derrière Helena, tenant discrètement un téléphone portable. Un homme. Et ce n'était pas lui, c'était Marc. Il n'y avait plus aucun doute, elle ne complotait pas seulement contre lui. Elle était manipulée. Alain sentit quelque chose se briser en lui, ni colère, ni peur, quelque chose de plus profond. La prise de conscience que toute sa vie, sa réputation et sa sécurité ne tenaient plus qu'à un fil qu'il ne pouvait plus retenir seul. La révélation le frappa avec la force d'un verdict irrévocable. Mais le tournant n'était pas encore achevé. Plus tard dans la soirée, Helena revint à l'appartement avec une expression étrange, déterminée, presque fiévreuse. Alain remarqua qu'elle essayait de dissimuler quelque chose dans son sac. Une bouteille, un document. Il n'en savait rien.
Mais il reconnut le malaise qui jusque-là était le sien seul. Helena ferma la porte et commença à parler, mais sa voix tremblait. Elle ne ressemblait plus à la femme sûre d'elle des derniers jours. « Alain, il faut qu'on parle. J'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire. » Il comprit que quelque chose avait changé. Une vulnérabilité qu'elle montrait rarement. Elle hésita, prit une profonde inspiration. « Je ne fais plus confiance à Marc, je pense qu'il se sert de moi. Il a dit qu'il allait m'aider, mais je ne sais pas ce qu'il veut. » Elle posa son sac sur la table et en sortit un morceau de papier froissé. « Il veut que je signe ça. Aujourd'hui. C'est une plainte formelle contre vous. Je ne veux pas le faire, Alain. Mais il a dit que si je ne le fais pas... » Elle n'a pas terminé sa phrase, mais sa peur était palpable. Avant qu'Alain puisse répondre, quelqu'un frappa à la porte. Helena sursauta. Alain sentit son cœur s'emballer. Il ouvrit la porte. C'était le capitaine Moreau. « Monsieur Duret, nous devons nous reparler. Nous avons reçu de nouvelles plaintes. La situation s'aggrave et nous avons besoin d'un échange formel avec vous. » Helena pâlit. Moreau observa son expression et comprit. Il comprit immédiatement que quelque chose clochait profondément entre eux. Quelque chose qui dépassait le simple cadre financier. Quelque chose qui sentait la manipulation, les menaces, la peur. Le tournant n'a pas été seulement la révélation de Marc, ni les enregistrements, ni l'accusation. C'est à ce moment précis que chacun a compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Les pièces étaient exposées. Les secrets furent révélés, les mensonges furent mis à nu, et désormais chaque décision prise à partir de ce moment aurait des conséquences irréversibles. La présence du capitaine Moreau à la porte transforma le silence de l'appartement en un véritable champ de mines. Helena recula instinctivement, comme si Moreau pouvait lire en elle. Alain s'efforçait de garder son sang-froid, mais on pouvait lire dans ses yeux que tout s'effondrait. « On peut parler ?» demanda Moreau, avec un calme qui ne faisait que rendre la tension plus insupportable. Alain s'écarta. Helena resta immobile, se serrant contre elle-même, tandis que les deux hommes s'asseyaient dans la pièce. Moreau posa un dossier sur la table et en ouvrit quelques pages. « Nous avons reçu de nouveaux éléments de preuve, contradictoires. Certains enregistrements ont été transmis anonymement. Leur contenu laisse penser que quelqu'un tenterait de manipuler les deux parties. » Les yeux d'Helena s'écarquillèrent. Alain resta silencieux, la regardant. Moreau retourna le dossier pour qu'ils puissent tous deux voir. Des photos, des captures vidéo, et dans presque toutes, la même silhouette masculine apparaissait discrètement. Marc, parfois flou, parfois partiellement visible, mais reconnaissable. Cet homme, c'est Moreau. Les connaissez-vous ? Helena mit quelques secondes à répondre. « Oui, c'est une connaissance, » murmura-t-il. « Il m'aidait, ou du moins je le croyais. » Alain la regardait, troublé non par ses paroles, mais par la façon dont elle semblait s'effondrer. La femme qui l'avait regardé froidement pendant des semaines tremblait maintenant. Moreau a écrit quelque chose. Est-il toujours en contact avec cette dame ? Helena regarda le sac où elle avait rangé l'enveloppe. « Oui, aujourd'hui. » Alain se pencha en avant. « Helena, que t'a-t-il demandé de faire ?» demanda-t-elle d'une voix plus ferme qu'elle ne le ressentait. Elle hésita, comme si l'admettre serait une trahison ou un risque mortel. « Il veut que je te dénonce officiellement. Aujourd'hui. Il a dit que, si je ne le fais pas, je ne serai plus protégé. » Moreau fronça les sourcils. « Protégé de quoi ?» La réponse parvint dans un murmure presque inaudible. « Partagé. » Le capitaine ressentit toute la portée de ces mots. La dynamique était en train de changer. Il ne s'agissait plus seulement d'une possible extorsion ou manipulation entre un couple. Un troisième élément entrait en jeu, dangereux, invisible et actif. Moreau referma soigneusement le dossier. « J'aurai besoin d'eux deux demain au poste de police pour des dépositions officielles, séparément. » Il se leva. Alain fit de même. Helena ne bougea pas. Lorsque Moreau partit, le silence dans l'appartement était suffocant. Helena se mit à pleurer.
Non pas des larmes théâtrales, mais des sanglots retenus et douloureux, comme quelqu'un qui réalise avoir commis des erreurs qu'il ne peut plus réparer. Alain la regardait, incertain de la réaction à adopter. Jusqu'à cet instant, il l'avait perçue comme une menace. À présent, il voyait une femme acculée, prise au piège d'un réseau qui avait peut-être commencé par l'ambition, mais qui la dépassait désormais largement. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit à son sujet ?» demanda Alain. Elena s'essuya le visage. « Parce que je pensais pouvoir maîtriser la situation. Je croyais qu'il était de mon côté. Mais ensuite, il a commencé à me demander des choses, des informations, des enregistrements. Il a dit qu'il savait comment s'y prendre. Les avocats riches ne supportent pas la pression, a-t-il dit. » Elle prit une profonde inspiration, regardant Alain droit dans les yeux pour la première fois depuis des jours. « Je ne voulais pas te détruire, j'avais juste besoin de sécurité. » Et il a promis de m'aider. Alain passa une main sur son visage, épuisé. « La sécurité en échange de chantage ? Elena, ça ne finit jamais bien. » Elle baissa la tête. « Je sais, la nuit tomba sur Lyon avec une lourdeur presque palpable. Alain ne parvenait pas à dormir. Il arpentait sa chambre, relisait les documents, revoyait les enregistrements, tentait de reconstituer le fil logique des événements. Mais plus il réfléchissait, plus il se rendait compte qu'il manquait des pièces au puzzle. Marc ne semblait pas être un simple complice. Il semblait avoir un plan plus vaste. Pourquoi voulait-il détruire Alain? Pourquoi faisait-il pression sur Elena? Et surtout, qui avait envoyé les enregistrements à Étienne et à la police? Quelque chose ne allait pas. Pendant ce temps, Elena, dans sa chambre, fixait le document que Marc voulait lui faire signer. Son nom y figurait, une accusation claire, directe et accablante contre Alain. L'absence de sa signature pesait lourdement sur le papier. Son téléphone portable vibrait. Un message de Marc. « J'arrive. Prépare-toi. » Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il se leva aussitôt et courut au salon. « Alain, il arrive !» Son cœur s'emballait. « Maintenant, par ici ?» Elle hocha la tête, terrifiée. Et à ce moment-là, pour la première fois de son histoire, Alain comprit que le véritable danger ne venait pas d'Elena. Mais qui les manipulait tous les deux? Quand Alain apprit que Marc était en route, quelque chose en lui, jusque-là étouffé par l'épuisement et la confusion, se réveilla enfin. Pendant des semaines, il avait réagi aux problèmes sans jamais les affronter. Toujours à essayer d'éteindre les feux allumés par Hélène, par Étienne, par les rumeurs, par les enquêtes. Mais à présent, il y avait un ennemi concret, un risque immédiat et réel. Et pour la première fois depuis le début de cette spirale infernale, il se trouva contraint d'agir avec lucidité et stratégie. « Partons d'ici maintenant », dit-il en saisissant Elena par le bras, mais sans agressivité. « S'il vient, il nous trouvera ensemble et vulnérables. » Elena hésita, surprise par la nouvelle fermeté de sa voix. « Où allons-nous ? Peu importe, mais rester ici, c'est lui donner exactement ce qu'il veut. » Il attrapa les clés de la voiture et partit précipitamment, dévalant les escaliers pour éviter l'ascenseur. À chaque étage, l'urgence se faisait plus pressante. Alain n'était plus un homme acculé par les circonstances. Désormais, il reprenait le contrôle de sa vie, même si c'était tardivement. En s'engageant sur la chaussée, il aperçut une voiture noire qui tournait au coin de la rue. Ses phares croisèrent les siens un instant, et cela lui suffit. Il attrapa Elena, traversa la rue en courant et sauta dans la voiture garée devant lui. Il accéléra avant même d'avoir bouclé sa ceinture. « Il nous a vus » murmura Elena en se retournant. « Excellent » répondit Alain, étonnamment calme. « S'il nous a vus partir, il ne peut pas être là en même temps à fouiller mon appartement. Cela nous donne du temps. » Elena le regarda, perplexe. Alain n'était pas cet homme quelques heures plus tôt. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-il. « J'en ai assez de laisser les autres décider de mon destin. » Cette phrase ne contenait aucune amertume, seulement de la détermination. Il se rendit en voiture à un parking souterrain, situé à quelques rues de là, un endroit qu'il fréquentait rarement, discrètement, pour rencontrer des clients sensibles. Il gara la voiture et prit une profonde inspiration.
Nous sommes en sécurité ici pour le moment. Elena resta silencieuse, le regardant sortir son téléphone portable et commencer à taper quelque chose avec une précision totalement nouvelle. « Vous appelez la police ?» demanda-t-elle. « Non, » répondit-il sans lever les yeux. « J'envoie des messages à 3 collègues, des gens qui n'apprécient pas Étienne et qui n'ont aucune raison de protéger Marc. » Il a tapé quelques lignes supplémentaires. Ils vont faire des vérifications informelles, recouper les données, vérifier les registres frontaliers et les changements de nom. Je veux savoir qui est vraiment Marc, pas l'image qu'il donne de lui. Elena sentit son estomac se nouer. J'aurais dû vous le dire dès le début. Il est inutile de regarder en arrière. Dit Salin, mais firme. La question est maintenant. Qu'allez-vous faire à partir de maintenant? Elena prit une profonde inspiration. Pour la première fois, elle sembla réfléchir avant de parler. « Je veux que ça cesse. Je veux tout dire à la police, sans rien omettre. » Alain hocha lentement la tête. « Alors, commencez maintenant. Racontez-moi toute l'histoire, tous les détails. Je ne veux plus de versions édulcorées par la peur. » Et pour la première fois, elle a raconté son histoire, sans emphase, sans discours, sans phrases soigneusement construites. Elle a révélé comment elle a rencontré Marc, comment il l'a abordé en apprenant son arrivée à Lyon, comment il a proposé de l'aider à négocier avec Alain à un moment où elle se sentait perdue, et comment, petit à petit, il a transformé ses faveurs en chantage, ses demandes en ordre, ses promesses en menaces. Il m'a dit que tu avais de l'argent caché, que ce n'était qu'une question de temps avant que tu m'abandonnes, et que je devais assurer mon avenir avant que cela n'arrive. Au début, je l'ai juste écouté. Puis, je l'ai cru, a-t-elle admis, honteuse. Alain écouta sans interrompre. Pour la première fois depuis le début, il ne réagit ni avec colère, ni avec pitié, ni avec frustration. Écouter semblait faire partie d'une stratégie, et cela le surprit lui-même. Quand elle eut fini, Alain rangea son téléphone et se redressa. « Vous avez maintenant 2 options, et vous devez choisir avant que Marc ne le fasse pour vous. » Elena le fixa, inquiète. Première option, continuez à fuir. Mais honnêtement, Marc finira toujours par vous retrouver. Vous faites désormais partie de son plan. Et quand vous ne lui serez plus d'aucune utilité, vous savez comment cela finira. Elena ferma les yeux en hochant la tête. Elle savait. La seconde option est d'affronter cela avec moi. Non pas en tant qu'allié parfait, mais en tant que personne qui veulent survivre au même ennemi. Le silence qui suivit fut pesant. Il n'y eut ni promesse de réconciliation, ni illusion romantique, juste une décision rationnelle. Elena ouvrit les yeux. « Je resterai avec toi. » Alain hocha légèrement la tête. Cela suffisait. Il se leva, attrapa un petit enregistreur qu'il gardait dans la boîte à gants, un objet oublié des anciennes affaires, et le posa sur la table improvisée sur le parking. Nous allons enregistrer votre version maintenant, complète, avec les dates, adresses et détails. C'est la première pièce du puzzle qui nous permettra de démasquer Marc avant qu'il ne nous démasque. Elena prit une profonde inspiration, se préparant mentalement. Ce n'était pas simplement une confession, c'était une déclaration claire et risquée. Tandis qu'elle prenait la parole, Alain l'observait. Son regard n'était plus empreint de désespoir, mais de concentration. L'homme vaincu laissait enfin la place à l'avocate jadis réputée pour sa précision quasi chirurgicale. Pour la première fois depuis le début du chaos, il était aux commandes. Et c'est dans ce changement silencieux mais puissant que sa véritable trajectoire de croissance a commencé à se dessiner, non pas comme celle d'un héros traditionnel, mais comme celle de quelqu'un qui comprenait que survivre signifie parfois s'adapter rapidement avant que le monde ne décide pour vous. L'enregistrement d'Elena s'acheva dans un silence pesant. Elle respirait bruyamment, comme si chaque souvenir lui avait demandé un effort physique. Alain coupa l'enregistreur et resta immobile quelques secondes, analysant mentalement chaque détail, chaque date, chaque comportement susceptible d'être exploité. Il ne pensait plus comme une victime potentielle, mais comme quelqu'un qui reconstitue une affaire, indice
par indice. Nous avons franchi la première étape, dit-il en rangeant soigneusement l'enregistreur. Mais cela ne suffit pas. Nous devons avoir une vision d'ensemble avant que Marc ne passe à l'action. Elena passa la main dans ses cheveux, toujours nerveuse. Que faisons-nous maintenant? Nous allons d'abord régler les problèmes manquants afin de ne plus laisser de questions en suspens. Il la fixait intensément. Y a-t-il encore quelque chose que vous ne m'avez pas dit? Des messages, des réunions, des menaces directes? Elle hésita un instant seulement. Il m'a demandé d'aller au restaurant Le Passage demain. Il a dit que ce serait une réunion décisive, que, si je ne réglais pas tout là-bas, il s'occuperait personnellement de la situation. Alain ferma les yeux un instant, comme pour relier deux informations qui, enfin, prenaient sens. Voilà, c'est ici que tout se termine. Une fois cette opération terminée, son téléphone vibra. Un message d'un collègue à qui il avait envoyé la demande de vérification. Il l'ouvrit aussitôt. C'était court et concis. Le nom Marc que vous avez envoyé est lié à 3 identités. 2 d'entre elles sont fausses. L'une d'elles a des antécédents d'extorsion transnationale. Dernière adresse connue, Marseille. Alain prit une profonde inspiration. La présence de Marc dans leur vie n'était ni un hasard, ni une coïncidence. C'était une méthode, une stratégie, un prédateur avec un passé. Elena a pris conscience de l'impact de cette information. Est-il pire que je ne l'imaginais? Bien pire, répondit Alain. Et maintenant, nous savons exactement à qui nous avons affaire. Il rangea son téléphone portable et reprit ses clés de voiture. Allons-y. Où aller? Régler les dernières intrigues secondaires avant son départ, au fur et à mesure qu'il fait son don. Elena poursuivit sans protester. Son changement de comportement était flagrant. Auparavant, elle hésitait, argumentait et évitait la situation. Désormais, elle suivait sans résister. C'était comme si la proximité de la menace avait finalement dissipé tout doute. Ils arrivèrent à l'immeuble où Alain savait qu'Étienne logeait temporairement, le temps de se remettre du scandale provoqué par les enregistrements. Il devait éliminer cette façade avant qu'elle ne se retourne contre eux. Dans le couloir, Alain prit une profonde inspiration et appuya sur le bouton de l'interphone. Étienne répondit quelques secondes plus tard, surpris. « Que veux-tu, Alain ?»« 5 minutes. C'est important. » Il y eut un silence, puis le bruit du portail qui s'ouvrait. En entrant dans l'appartement, Alain remarqua qu'Étienne semblait fatigué, comme quelqu'un qui essayait discrètement de redorer son blason. « Je vous écoute. » Alain a posé l'enregistreur sur la table, mais n'a pas appuyé sur lecture. « Quelqu'un a tout manipulé depuis le début. Toi, moi, Elena. Cet homme est dangereux, et si nous continuons à nous battre, il gagnera. Mais si tu m'aides, nous pouvons le neutraliser et te redonner ta crédibilité. » Étienne regarda Elena avec suspicion, mais son regard changea lorsqu'il la vit si abattue, si différente des images figées qu'il avait vues. Elle n'avait pas l'expression d'une actrice, mais celle d'une victime. « Qui est cet homme ?» demanda-t-il. « Marc », répondit Alain. « Et la police recherche déjà son véritable nom. » Étienne se laissa aller en arrière sur sa chaise, amortissant le choc. « De quoi avez-vous besoin de ma part ? Surtout ne donnez aucune information à la presse pendant les prochaines 48 heures. Qu'ils disent au capitaine Moreau qu'Elena coopère volontairement. Rien de plus. » Étienne l'observa longuement, se demandant s'il ne s'agissait pas d'un simple jeu. Il a ensuite répondu « Faites en sorte que cela en vaille la peine. » Il ne fit aucune autre promesse, ne serra aucune main, mais ne les expulsa pas non plus. Et pour Alain, cela signifiait qu'une intrigue secondaire était close. Au moment où ils partent, Elena murmure « Je n'aurais jamais imaginé que tu aurais le sang-froid nécessaire pour l'affronter ainsi. Les gens changent lorsqu'ils n'ont plus d'issue. L'ultime étape avant le dénouement était moins chargée d'émotions, mais tout aussi cruciale. Le commissariat. Alain devait avertir Moreau discrètement, sans tout dévoiler trop tôt. Il ne voulait pas que Marc soupçonne l'intervention de la police avant la fin. Elle s'entretint quelques minutes avec le capitaine, mentionnant seulement qu'ils avaient de nouvelles informations, qu'Elena reconsidérait tout et qu'il reviendrait le lendemain.
Moreau, fort de son expérience, a compris le sous-texte. Vous vous préparez à quelque chose. C'est « Nous nous apprêtons à terminer quelque chose », répondit Alain. Quand ils partirent, la nuit lyonnaise parut plus vaste, plus pesante, comme si chaque rue dissimulait l'ombre de Marc qui les observait. Dans la voiture, Alain a finalement révélé le plan final. « Demain, au passage, tu iras, mais pas seul. » Héléna frissonna. « Et où serez-vous » Alain la fixa avec détermination. « Exactement là où il s'y attend le moins. » C'est ainsi que les intrigues secondaires en suspens résolus et de nouvelles alliances fragiles, mais suffisantes forgées, le récit s'est accéléré vers l'inévitable confrontation. La rencontre, où chaque choix fait jusqu'alors, aurait un prix. Le restaurant Le Passage, c'était un vieil immeuble lyonnais aux murs de pierre claire et à l'éclairage tamisé qui créait des ombres parfaites pour des conversations discrètes ou des embuscades. Alain et Héléna arrivèrent séparément, comme prévu. Elle entra par la porte principale, visiblement nerveuse mais déterminée. Lui, par l'arrière, empruntant une entrée de service connue seulement des employés et des clients influents de longue date. La tension était presque palpable. Héléna s'approcha de la table que Marc lui avait indiquée. Ses mains tremblaient légèrement, mais son visage ne laissait transparaître aucune peur. Après des jours de fuite et de dissimulation, elle avait compris que la seule façon d'en finir était d'affronter Marc de front. Et cette fois, pas seul. Marc entra quelques minutes plus tard, vêtu d'un manteau sombre, avec l'assurance de quelqu'un qui se croit maître de la situation. Il la vit et sourit, mais ce n'était pas un sourire amical. C'était le sourire prédateur de celui qui se croyait propriétaire de la personne en face de lui. « Je vois que vous comprenez enfin l'importance de notre rencontre, » dit-il en s'asseyant sans demander la permission. Héléna ne répondit pas immédiatement. Elle l'observa, analysant chaque détail. Son regard attentif, ses gestes mesurés, la façon dont il gardait toujours sa main droite près de la poche de son manteau. Elle savait ce que cela signifiait, et Marc voulait qu'elle le sache. Tout cela faisait partie de sa stratégie psychologique. « Je suis ici parce que je veux mettre fin à cela, » dit-il finalement. « Fin » Marc laissa échapper un petit rire. « Héléna, ne sois pas naïve, tu es là parce que je l'ai permis. Sans moi, tu n'aurais rien, ni protection, ni argent, et encore moins d'avenir. » Héléna prit une profonde inspiration. « Tu ne m'as jamais protégé. » Marc se pencha en avant comme un animal sur le point d'attaquer. Répétez cela. Elle soutint son regard. Elle ne tremblait plus. Elle ne reculait pas. Le changement était visible, et Marc le remarqua. Ses sourcils se froncèrent un instant, irrités par ce ton soudainement provocateur. « Je n'ai plus peur de toi, Marc. » C'est à ce moment précis qu'Alain, observant la scène par l'entrebâillement de la cuisine, comprit qu'Héléna avait franchi le point de non-retour. Elle n'était plus la femme acculée qu'il avait rencontrée quelques jours auparavant. Elle faisait enfin face à celui qui l'avait manipulée, menacée et utilisée comme un pion dans un jeu bien plus vaste. Marc comprit que quelque chose clochait. Il jeta un coup d'œil autour de lui, évaluant rapidement les lieux. Son instinct de survie était exacerbé. Et là, pour la première fois depuis longtemps, il ressentit une perte de contrôle. « Hélène » murmura-t-elle en changeant de ton. « Qui est ici avec toi ?» Elle n'a pas répondu. Et ce silence était une réponse bien trop claire. Marc porta la main à la poche de son manteau. Alain, qui observait la scène, agit sans réfléchir. D'un geste précis, il sortit par la porte latérale et se dirigea vers la table, restant hors du champ de vision de Marc. Les pas d'Alain étaient calculés, silencieux, mais chargés de la force accumulée de toutes les humiliations, menaces et manipulations des dernières semaines. Lorsqu'il s'est approché suffisamment, il a dit « Elle n'est pas seule ». Marc se retourna aussitôt, mais Alain s'y attendait. Il saisit le bras de l'homme avant qu'il ne puisse sortir ce qu'il dissimulait dans sa poche. La lutte fut soudaine et violente. Des chaises se renversèrent, la table glissa, les clients hurlèrent et s'éloignèrent. Marc était plus jeune et physiquement supérieur, mais Alain était animé d'une force qui faisait défaut à Marc, une détermination farouche.
Il ne s'agissait pas seulement de se défendre, c'était la fin d'une poursuite qui lui avait gâché des semaines de sa vie. Marc parvint à le plaquer contre le mur, appuyant son avant-bras contre le cou d'Alain. Il haleta quelques secondes, sa vision se brouilla, mais il ne céda pas. Il saisit la veste de Marc et la tira vers le bas, créant un déséquilibre qui força un espace. Helena, d'abord paralysée, réagit instinctivement. Saisissant une bouteille vide sur la table renversée, elle frappa Marc au bras avec une telle force qu'il lâcha Alain. Le fracas de la bouteille résonna dans la pièce, suivi d'un cri de douleur. Marc ne recula que d'un pas, suffisamment pour qu'Alain reprenne son souffle et reprenne l'avantage. Le coup suivant vint d'Alain. Un mouvement sec et précis, utilisant son épaule et le poids de son corps pour faire tomber Marc sur la table renversée. Le choc laissa l'homme étourdi. Essoufflé, Alain réussit à arracher de sa poche l'objet que Marc essayait de sortir. Non pas une arme à feu, mais un couteau à lame courte, le type parfait pour intimider et contrôler, pas pour tuer ouvertement. Marc tenta de se lever, mais Alain posa son pied sur son poignet, l'empêchant de bouger. « C'est terminé », dit Alain, avec une fermeté qu'il n'avait plus manifestée depuis le début de l'histoire. À ce moment précis, la porte du restaurant s'ouvrit brusquement. Le capitaine Moreau entra, accompagné de 2 policiers. Il avait reçu le message discret d'Alain et comprenait parfaitement que quelque chose allait se produire. La vision de Marc immobile, d'Alain haletant et d'Hélène à ses côtés, pâle mais sereine, expliquait tout sans qu'il soit nécessaire d'avoir recours à des mots. Moreau a avancé. « Marc Duret, vous êtes en état d'arrestation. » Marc a ri, même s'il était immobilisé. « Tu crois que c'est fini? Tu n'as plus rien. Rien sans elle. » Moreau regarda Helena. « Je vais déposer plainte officiellement, et elle est déjà sous la protection de l'État. » L'expression de Marc changea enfin. Pour la première fois, le prédateur comprit qu'il avait perdu, non par la force physique, non par la fuite ou la manipulation, mais par l'union improbable de 2 personnes qu'il croyait contrôler totalement. Alain retira son pied, permettant au policier de menotter Marc sans qu'il oppose de résistance. Sa respiration était encore irrégulière, mais quelque chose dans son regard avait indéniablement changé. La peur qui le hantait depuis des semaines s'était dissipée, remplacée par une lucidité nouvelle et inébranlable. Helena s'approcha. « Il a terminé, » dit-elle. Alain la regarda avec un mélange de soulagement, de lassitude, et la conscience silencieuse qu'aucun d'eux ne sortirait indemne de cette histoire. « Il a terminé », répéta-t-il, mais ils savaient tous deux que la fin du conflit n'était que le début des conséquences à venir. Ce matin glacial, le commissariat de Lyon régnait un silence pesant. Alain et Helena attendaient, chacun dans une pièce séparée, pour faire de nouvelles dépositions. L'atmosphère, à la fois clinique et impersonnelle, semblait incarner le dernier rempart entre le chaos récent et l'espoir d'un nouveau départ, aussi imparfait fût-il. Chaque mot prononcé aurait un poids juridique, moral et émotionnel considérable. Moreau faisait la navette entre les 2 pièces, observant chaque détail. Son regard, toujours pragmatique, laissait désormais transparaître une lueur de compréhension. Il tenait enfin la pièce manquante du puzzle qui avait tourmenté son équipe pendant des semaines. Marc était déjà en garde à vue, réagissant avec agressivité, mais sans l'arrogance qu'il avait manifestée au début. Et les enregistrements, les témoignages et les preuves qu'Alain avait recueillies pendant la nuit donnaient une cohérence à l'affaire. Quand Helena eut terminé son témoignage, elle quitta la pièce à pas lents. Plus aucune précipitation, plus aucune peur dissimulée derrière des gestes impulsifs. Elle semblait plus légère, non pas physiquement, mais émotionnellement, comme quelqu'un qui se libère enfin d'un poids qu'elle portait depuis longtemps. Alain, dans une autre pièce, termina son propre récit, plus sobre, mais tout aussi révélateur. Il décrivit les événements avec précision, sans exagération, sans omission, tel un avocat habitué à construire des récits, mais parlant cette fois de sa propre survie. En fin de matinée, ils furent tous deux libérés. Moreau les accompagna jusqu'à la porte du poste de police. « À partir de maintenant, c'est à moi de décider, » dit le capitaine. « Tu as fait ce qu'il fallait, vraiment. » Alain le remercia d'un simple hochement de tête.
Helena, plus émue, serra brièvement la main du capitaine. C'était sa façon silencieuse de le remercier pour son aide. Dehors, le vent froid lyonnais semblait plus doux que les jours précédents. Alain inspira profondément, comme si, pour la première fois depuis des semaines, il pouvait remplir ses poumons à plein poumon. Helena observa la rue quelques secondes avant de se tourner vers lui. « Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant », dit-elle sans exagération. C'était tout simplement la vérité. « Moi non plus », répondit Alain. Mais pour la première fois, nous ne fuyons pas. Cette phrase a marqué un tournant entre eux. Non pas une réconciliation amoureuse, l'histoire n'a jamais pris cette direction, mais une reconnaissance mutuelle de leur survie, de leurs leçons apprises, de leur évolution. Chacun à sa manière. Alain, plus pragmatique, pensait déjà aux suites judiciaires, aux répercussions de sa bagarre, à la reconstruction de sa réputation. Helena, quant à elle, avait un chemin plus long à parcourir. Faire face à son implication, à la culpabilité, à la vulnérabilité qui l'avait menée à Marc, au choix qui allait désormais avoir des conséquences publiques. Ils marchèrent quelques mètres en silence jusqu'à atteindre le parking. Alain s'arrêta à côté de la voiture. « Avez-vous un endroit où aller ?»« J'ai, » répondit-elle. Du moins pour l'instant. Ce n'était pas un adieu dramatique. C'était nécessaire. Chacun devait suivre son propre chemin, loin de l'ombre que Marc avait projetée sur leur vie. Mais avant de partir, Helena fit quelque chose d'inattendu. Elle prit délicatement le bras d'Alain. « Merci de ne pas avoir abandonné, ni moi, ni toi-même. » Il ne répondit pas immédiatement. Il réfléchit quelques secondes, puis dit « Parfois, la survie est la seule voie possible, et avec le temps, on apprend à faire le reste. » Helena lâcha son bras, esquissa un sourire presque timide et s'éloigna. Alain la regarda disparaître au coin de la rue. L'avenir était incertain, aucune garantie de réconciliation n'était possible. Mais il y avait quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant. Le silence. Un silence qui ne menaçait pas, qui n'exigeait rien, qui n'avait aucun poids. Un silence qui, enfin, ressemblait à la paix. 3 mois plus tard, dans un petit café près du Rhône, Alain lut dans le journal que Marc avait été condamné. La nouvelle était brève, presque discrète, mais suffisante pour sceller le chapitre qu'il tentait de tourner. Tandis qu'il repliait le journal, il aperçut une femme aux cheveux noirs qui marchait sur le trottoir. Un instant, il crut reconnaître Helena, mais ce n'était pas elle. Il sourit tout de même. Il comprit qu'il n'avait plus besoin de réponse ni de retrouvailles, seulement de la certitude silencieuse que, malgré tout, il était encore en vie. Et cela, à ce stade de sa vie, était plus que suffisant.